à venir Roland Gori, qui est psychanalyste et professeur à l'université de psychopathologie, alors j'ai connu vos travaux sur l'évaluation, voilà, qui m'avait beaucoup plu. Peut-être, je ne sais pas quel micro n'a pas été utilisé, je crois que c'est celui-là. Voilà. Et dernièrement, vous avez contribué à l'ouvrage Pandémie 2020 sous la direction d'Emmanuel Hirsch, et donc sur le coronavirus, et je vous laisse la parole sur ce sujet. Donc. Bien, je vous remercie. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors effectivement, mon intervention portera sur de l'exigence éthique du soin au temps du coronavirus. Ça va, on m'entend bien, oui? Et je commencerai par une citation d'Albert Camus, La peste. Bon, je dirais que c'est d'époque pour définir justement ce qu'il en est de l'habitus du soin. L'habitus est un concept, comme vous savez, de Pierre Bourdieu. C'était une disposition de pensée, une disposition d'action. Camus écrit « Pour rien au monde, je ne voudrais vous détourner de ce que vous allez faire, qui me paraît juste et bon. Mais il faut cependant que je vous le dise. Il ne s'agit pas d'héroïsme dans tout cela. Il s'agit d'honnêteté. C'est une idée qui peut faire rire, mais la seule façon de lutter contre la peste, c'est l'honnêteté. Je ne sais pas ce qu'elle est en général, mais dans mon cas, je sais qu'elle consiste à faire mon métier. Vous le savez, depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, en ce mois de janvier 2019, des Français anonymes et des responsables politiques découvrent qu'ils ont un personnel soignant hospitalier sur lequel ils peuvent compter. Et, spontanément, des anonymes ont commencé tous les soirs à 20h à applaudir le dévouement des soignants, les remerciant pour les risques qu'ils courent à prendre en charge des malades atteints par la Covid-19. Un tel mouvement solidaire ne peut que bénéficier, bien sûr, de notre sympathie et de notre soutien. Mais il en va autrement lorsque des responsables gouvernementaux en font matière à communication. Dans son discours de Mulhouse du 25 mars dernier, le président de la République a salué le courage, l'héroïsme de ces personnels soignants et libéraux qui sont, dit-il, en première ligne dans ce qui serait une guerre contre le virus, cet ennemi invisible. Et le président de la République, vous le savez, avait déjà remercié ces héros en blouse blanche. Alors, sans devoir remettre en cause la sincérité des politiques quant aux éloges qu'ils adressent aux soignants, il y a quand même un malaise. Malaise, crainte d'une récupération politique d'un mouvement spontané de reconnaissance populaire. Et ce, d'autant plus que nous reviennent quand même en mémoire les images des répressions, des manifestations de collectifs hospitaliers, la surdité des mêmes gouvernants en revendication de ces soignants dont ils veulent aujourd'hui faire des héros. Alors, ce malaise s'accroît d'un malentendu quant à la nature de ce dévouement incontestable des professionnels du soin. Est-ce que c'est de l'héroïsme ou est-ce que c'est de l'honnêteté? De l'honnêteté à faire son métier, c'est-à-dire une position éthique, pour le dire autrement. Ceux qui nous gouvernent d'ailleurs ont-ils conscience de ce qu'est une éthique du métier du soin? Ont-ils d'ailleurs conscience de ce qu'est un métier, obnubilés qu'ils sont par le paradigme d'une rentabilité à court terme, exploitant le potentiel des situations immédiates. Dans un article du Monde du 26 mars 2020, Marie-Josée Delvolgo, ici présente d'ailleurs, et Bernard Granger estimaient qu'il était, je les cite, dangereux de faire endosser aux soignants le costume du héros et que ce n'est pas une juste façon de voir les choses. Des hommes, des humains sont sur le front de l'épidémie et qu'est-ce qu'ils font? Ils y pratiquent leur métier, tout leur métier, rien que leur métier, sans concession. Ce ne sont pas donc des héros, ce sont des hommes de métier, des humains honnêtes, admirables, comme ils s'en révèlent au cours des différentes tragédies de l'histoire. Quand je dis qu'ils s'en révèlent, j'entends par là que ce dévouement existait avant que le gouvernement ou les citoyens ne le découvrent. Il est consubstantiel justement à ce qu'est une éthique des professionnels. Dans ce livre admirable qui s'intitule « L'étrange défaite »,
L'historien Marc Bloch rappelle que la véritable discipline militaire n'est autre que, je le cite, la prolongation des vertus civiles et, selon le bon mot que Pierre Hamp appliquait au vrai courage, une forme de conscience professionnelle. C'est-à-dire, bien sûr, n'est-ce pas, la substance éthique, pourrait-on dire, du métier. Faire preuve de courage, écrit encore l'historien Marc Bloch, je le cite, c'est pour le soldat proprement faire son métier. Un honnête garçon a-t-il dans la vie courante coutume de remplir exactement sa tâche quotidienne, à l'établi, au champ, derrière un comptoir, et oserais-je l'ajouter à la table du travail d'un intellectuel? Il continuera à faire son métier. Il continuera tout naturellement, sous la bombe ou la mitraille, à s'acquitter avec la même simplicité du devoir du moment. Vous voyez, je trouve que ces phrases résonnent quand même étrangement aujourd'hui, de même que les paroles du docteur Rieu au moment de la peste qui envahit Oran. Contre la peste, contre les chocs traumatiques des environnements, une seule éthique requise, l'honnêteté du métier. Alors, l'éthique du métier, ici du métier du soin, fait apparaître bien sûr aujourd'hui ces professionnels comme des héros au cours de ces moments exceptionnels. Et ce qui est exceptionnel aussi, c'est finalement que les médias et les gouvernements s'en rendent compte, tout simplement. C'est-à-dire que quelque chose soit rendu visible, mais qui existait déjà consubstantiellement, encore une fois, à l'habitus de ce qui est une véritable audace, l'audace du quotidien, l'audace des tâches dites ordinaires, et que l'on voit donc apparaître dans ces moments-là de manière amplifiée. Dans les métiers du soin, et en particulier, bien sûr, du soin des vulnérabilités extrêmes, le dénuement des patients exige de l'empathie. L'empathie, c'est aussi cette substance éthique de la profession du soin. Et il n'est pas besoin d'attendre la pandémie de Covid-19 pour savoir que le soin, son étymologie, ça veut dire quoi? C'est le souci, le soin étymologiquement. L'attention, le souci, prêter justement à la vulnérabilité de l'autre. C'est-à-dire, c'est la rencontre, le soin résulte de la rencontre d'une confiance avec une dépendance, et c'est cela qui est au cœur de la relation thérapeutique. C'est la capacité de donner un appui à quelqu'un qui, à un moment donné, est dans une situation extrême de vulnérabilité. Toutes les situations de détresse, d'extrême vulnérabilité, exigent justement qu'il y ait des autres fiables. Fiables, dans fiable, il y a foi. La confiance et la foi. Donc capable de procurer quoi? De procurer ce que le psychanalyste Winnicott appelle un holding, un maintien, un soutien. Et justement, Winnicott insiste beaucoup, au fur et à mesure de l'histoire de la médecine, la dégénérescence du mot cure a été terrible, parce qu'au début, ça voulait dire simplement prendre soin, porter attention. C'est la sollicitude, c'est le souci. Et puis, ça s'est au fur et à mesure restreint, bien sûr, à partir du XVIIe siècle, à une signification purement médicale, c'est-à-dire guérison, traitement, prise en charge médicale. Et donc nous sommes toujours plus passés de la dimension thérapeutique du soin, avec quand même quelque part une arrière, si j'ose dire, une arrière-signification, c'est celle du sacré, c'est celle de la pratique religieuse, c'est celle de la spiritualité, que l'on voit d'ailleurs réapparaître maintenant, mais presque comme un secteur différencié du soin, alors qu'il est quelque part à l'intérieur du soin, pour autant que, bien évidemment, spiritualité et sacré ne se confondent pas avec la religion, ce qui est aussi un point extrêmement important. Et ce, d'autant plus donc que, si vous voulez, à la fois, ce qui est tout à fait formidable, c'est les découvertes prodigieuses de la médecine, mais en même temps, il va de soi que ces découvertes prodigieuses, elles résultent quelque part d'une objectivation du corps, d'une désérotisation du corps, et d'une objectivation qui confine parfois à la chosification. Chosification qui peut d'ailleurs entrer, bien sûr, en relation avec une marchandisation du corps. Et du coup, déjà les soignants, de par cette évolution, si vous voulez, épistémologique des savoirs et des pratiques de santé, se sont trouvés toujours plus éloignés de ce qui constitue un travail artisanal, une espèce de sagesse pratique.
pour toujours davantage privilégier quelque chose qui est devenu, ces dernières décennies, vous le savez, des protocoles. Protocoles de soins, règles de bonnes pratiques, etc. Chose tout à fait utile, bien évidemment, mais si on ne maintient pas quelque part cette exigence éthique dont je parlais tout à l'heure du soin, risque d'être dommageable, et ce d'autant plus qu'il y a autre chose que je n'ai pas développé aujourd'hui, mais on l'a développé dans d'autres travaux à plusieurs reprises, dans le cadre de l'appel des appels notamment, n'est-ce pas, une espèce de taylorisation des tâches. Taylorisation des tâches qui s'impose d'autant plus que, bien sûr, elle permet une espèce d'organisation bureaucratique et fonctionnelle du travail, mais en confisquant souvent aux professionnels la capacité de penser, de décider, de choisir, d'œuvrer. Et il y a une véritable prolétarisation parfois des métiers, de tous les métiers, pas que des métiers du soin, prolétarisation parfois des métiers du fait même que ce sont les protocoles, les modes d'emploi qui prescrivent aux professionnels les comportements qu'ils doivent mettre en œuvre. Alors, c'est là où vous voyez, bien sûr, que la technique a toujours été ambivalente, elle a toujours à la fois apporté le meilleur et le pire, un peu comme la langue d'Ésope, elle peut être, n'est-ce pas, le meilleur et le pire, parce qu'on voit bien comment les techniques médicales et sanitaires sont tout à fait formidables, mais qu'un excès de rationalisation de ces techniques aux dépens d'une position éthique peut menacer le soin. D'où cette différence que j'essaie de faire depuis tout à l'heure, si vous voulez, entre une prise en charge médicale, pourrait-on dire, et puis une prise en charge qui inclut quelque part le soin, faute de quoi nous tombons dans ce que Marjorie Delvaux appelle une médecine technicienne. Médecine technicienne qui désacralise l'humain, dématérialise toujours davantage le corps, surtout à l'ère du numérique, vous savez. Et on va jusqu'à créer un patient avatar, comme vous savez, n'est-ce pas? Et donc, cette désocialisation, cette dématérialisation, cette, si vous voulez, désacralisation peut être dommageable, et ce d'autant plus si on n'inclut pas dans le temps de la prise en charge, justement, l'habitus du soin. Parce qu'il faut bien le dire aussi, seul le soignant qui est capable d'empathie, mais pas une empathie qui soit une espèce de sympathie ou d'effusion émotionnelle dont nous n'avons rien à faire, mais d'identification inconsciente aux besoins du patient. C'est de ça dont je parle. Et j'insiste beaucoup sur le mot inconscient. Ce qui suppose aussi que le soignant n'ait pas trop peur de sa propre vulnérabilité. Ce qui suppose aussi que l'environnement au sein duquel le soignant œuvre permet d'apporter un appui à ce soignant. C'est-à-dire que si vous voulez, le holding, en quelque sorte, qui est requis pour que le soignant prenne en charge le patient, il en a lui-même besoin dans un environnement. Et là, il faut bien le dire, n'est-ce pas, ces derniers temps, ça n'a pas toujours été aussi évident. Je voudrais juste vous lire un passage du Lambeau, vous savez, ce roman extraordinaire de Philippe Lançon, qui a été, comme vous savez, très gravement atteint à Charlie Hebdo lors de l'attentat, et qui parle justement de ces longs séjours dans les hôpitaux parisiens, dans les services de chirurgie maxillofaciale. Philippe Lançon écrit « C'est l'assistance publique, des gens souvent héroïques, travaillant avec un matériel fatigué qui paraît les renvoyer à leur maigre salaire, à leur effort par vocation, à leur douleur masquée et au fait que tout le monde ici, patients et soignants, paraît coûter trop cher à une société dont l'unique pensée de derrière semble être de réduire l'imagination, l'attention et les frais. Car il n'y a pas que les patients ici pour avoir une vie difficile, ceux qui les soignent ont souvent vécu des drames, des maladies graves ou autres, on l'apprend peu à peu en miroir de sa propre situation. Il donne une analyse assez extraordinaire, si vous voulez, du quotidien des hôpitaux. Donc, ce que j'essaie de faire passer très maladroitement sûrement aujourd'hui, c'est d'essayer de vous faire entendre que le soin requiert ce que j'appelle la préoccupation thérapeutique primaire. Pourquoi je parle de préoccupation thérapeutique primaire? C'est en référence aux travaux du psychanalyste Winnicott, qui parle de préoccupation maternelle primaire, c'est-à-dire cette capacité inconsciente qu'ont les mères
de s'adapter aux besoins de l'enfant et donc de leur fournir le holding, le maintien, l'appui au prorata de leurs besoins. Bien évidemment, plus ils grandissent, moins ils ont de besoins, et c'est donc aussi très important que la mère puisse priver autant qu'elle puisse apporter. Et il en va de même, quelque part, dans le travail du soin. Donc, je le répète, ça suppose aussi cette capacité d'exercer sa préoccupation thérapeutique primaire, ça suppose aussi que l'environnement institutionnel lui-même, l'environnement social dans lequel le soignant exerce, lui fournisse un appui et lui laisse donc le temps et la liberté d'acter son acte de soin. Alors, vous le savez, ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. La grève des urgences, la colère, les suicides, les burn-out des soignants, dans un climat où il y a aussi une pénurie de médicaments parfois, s'ajoute avec, bien évidemment, la pénurie de personnel, les postes de PH et autres non pourvus, vous le savez. Ça ne donne pas les conditions les plus favorables pour exercer sa préoccupation thérapeutique primaire. Et là encore, dans la lutte contre les épidémies, aujourd'hui, comme hier, comme disait Marc Bloch dans La guerre, qu'est-ce qui est dommageable? Qu'est-ce qui empêche d'exercer l'honnêteté de son métier? C'est bien souvent ce qu'il appelle, Marc Bloch, la manie paperassière. On retrouve d'ailleurs chez Camus des passages savoureux, ironiques et douloureux à la fois dans La peste, où Camus, vantant les succès de l'administration au moment de l'épidémie de peste, dit que en gros, pour gérer les enterrements au temps de la peste, n'est-ce pas, l'administration est formidable. Je cite Camus, oui, dit Rieu, le docteur Rieu, c'est le même enterrement, mais nous faisons des fiches. Le progrès est considérable. Il poursuit également de manière ironique, face à l'impuissance devant la mort, eh bien, Camus dit, il nous reste la comptabilité. La comptabilité de l'administration, alors, c'est peut-être ce qui pousse sur les ruines même de la capacité de penser, sur les ruines même de la capacité de soigner. Je pense que la question mérite que l'on s'y arrête en période de menaces et de catastrophes. Nous savons aujourd'hui que l'effondrement des sociétés, celles des Mayas, celles de l'Empire romain, en passant par celles des Vikings, etc., ne sont pas simplement imputables à des chocs de l'environnement, à des changements climatiques ou à des microbes. Ça résulte aussi de choix politiques et sociaux. Et c'est là où on rattrape les choses par le bout de l'éthique. Nos méthodes aujourd'hui traditionnelles de prévision de risque font écran à une capacité politique et sociale des États d'accueillir l'exceptionnel et de se mettre à l'heure des nouvelles menaces et des nouveaux modèles qui tentent de les anticiper et de s'y préparer. Nous sommes là dans une espèce d'œillère épistémologique qui fait que nous sommes toujours dans un mode de pensée probabiliste par manque d'imagination. Je reviendrai aussi sur ce point. Donc, ce que je voudrais rapidement évoquer, c'est une espèce de double contrainte qui limite nos capacités de nous préparer au choc. Parce que, du point de vue de la psychopathologie, du point de vue de la psychiatrie ou du point de vue de la psychanalyse, nous savons bien que les névroses traumatiques résultent à la fois, bien sûr, du choc produit par un environnement, mais surtout de l'état de préparation de l'organisme à le recevoir. Que cet état de préparation, si vous voulez, soit imputable à un organisme individuel, à un psychisme ou à une société. C'est un point très important, c'est-à-dire qu'en gros, une névrose traumatique n'est pas, si vous voulez, les symptômes de cette névrose, qu'il s'agisse des insomnies, des tremblements, des sueurs nocturnes, des angoisses, etc., de l'incapacité à agir et autres à un moment donné, n'est-ce pas, ne sont pas proportionnels à la puissance du choc, même si la blessure est très légère, mais à l'état de sidération. C'est-à-dire que celui qui subit au cours d'un attentat, au cours d'une guerre, au cours d'un accident, celui qui subit un choc, si vous voulez, ce qu'il va développer comme symptôme névrotique, comme symptôme d'angoisse, n'est pas proportionnel au choc, mais proportionnel à l'état d'impréparation dans lequel il était lorsqu'il a subi le choc. Et donc vous comprenez que, par exemple, face à un choc de l'environnement, qu'il s'agisse d'un choc climatique, de catastrophes naturelles, comme on les appelle, ou d'un choc épidémique, etc.,
l'importance des dégâts et du chaos qui se produit n'est pas simplement proportionnelle aux dommages matériels que produit, si vous voulez, cet événement, mais à l'état de préparation de la société, de la culture et des individus à le recevoir. Je pense que ça doit vous parler par rapport à la situation, bien sûr, d'aujourd'hui. Or, ça joue à fond. Et ça joue d'autant plus de manière importante que, comme vous le savez, il y a eu ces dernières années, n'est-ce pas, ces dernières décennies même, ce qu'on appelait le New Public Management à l'hôpital, qui a introduit des critères gestionnaires dans les actes de soins, qui a confisqué aux patients leur capacité de décider et de penser au profit du devoir de se soumettre à des protocoles de rentabilité. Et ça, il a été évident que la pandémie de Covid a dénoncé, dévoilé l'imposture de cette structure-là. Puisque c'est justement au moment où les soignants ont pu se soustraire à la tutelle normative, n'est-ce pas, gestionnaire, on va dire des agences bureaucratiques, n'est-ce pas, et des structures bureaucratiques qu'ils ont pu faire de leur métier. Et c'est un peu de cela dont j'essaie de vous parler depuis tout à l'heure. Donc si vous voulez, la pandémie a révélé avec violence à nos concitoyens le caractère toxique d'une politique, une politique néolibérale de gestion des établissements hospitaliers comme des entreprises, avec bien évidemment comme conséquence une espèce de myopie de la rentabilité à court terme, puisqu'après on sait bien que ça coûte beaucoup plus cher. Et là aussi c'est un point important. C'est la question, je n'ai pas le temps d'en parler, mais je vais développer dans mon dernier bouquin qui s'appelle « Et si l'effondrement avait déjà eu lieu, l'étrange défaite de nos croyances », il va de soi que c'est le rapport à des régimes de temporalité différents qui explique aussi les dommages psychologiques, sociaux et politiques que nous subissons aujourd'hui. Pour exemple, je rappelle quelque chose d'évident qui court depuis longtemps maintenant dans l'opinion publique, n'est-ce pas? La pénurie de masques, la pénurie de gel hydroalcoolique, de réactifs de test, de bouteilles d'oxygène, etc. Eh bien, toute cette pénurie a résulté de choix politiques, de choix économiques, de choix sociaux visant à externaliser sans penser au coût humain et aussi économique que cela allait produire. Donc, si vous voulez, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que l'état d'impréparation des États à accueillir et à traiter les chocs climatiques et épidémiques de l'environnement sont paradoxalement très chers. C'est-à-dire pour faire quelques économies à court terme, n'est-ce pas, cela coûte humainement parlant, économiquement parlant et politiquement parlant sûrement très cher. On n'a pas simplement aujourd'hui à faire une question de microbes, de virus, etc. Mais en gros, il faut s'en souvenir, c'est l'état dans lequel on met un individu ou une société qui va déterminer sa capacité de résilience, pourrait-on dire, au choc de l'environnement. Il faut bien aussi le dire, et c'est un point important que nous apprennent les microbiologistes et les virologues, n'est-ce pas? Le paradigme pasteurien, le paradigme de Pasteur et de Koch est en voie d'épuisement. C'est-à-dire que le virus ou la bactérie ne sont plus considérés comme la source principale de développement d'une maladie. Tout dépend de ce qu'ils appellent l'interdépendance hôte-microbe. C'est-à-dire, là aussi, on retrouve justement cette étroite imbrication entre, si vous voulez, les agents infectieux et les organismes, n'est-ce pas, qui en subissent le choc. La doctrine d'une émergence des maladies infectieuses comme résultant de la source unique des microbes ne fait plus recette. C'est l'homme qui fabrique ces microbes. Il les fabrique d'abord en perturbant l'écologie de son environnement. On sait bien que la déforestation, l'érosion des sols, l'exploitation des richesses sans limite, etc., produisent une modification de l'environnement qui rendent nocifs et qui font se développer un certain nombre de microbes. Ou de plus en plus, par exemple, l'expansion territoriale, c'est connu, dans l'Empire romain c'était déjà le cas, n'est-ce pas? L'expansion territoriale, l'expansion économique s'accompagne automatiquement d'une prolifération des microbes. D'abord parce que l'homme est de plus en plus en contact avec les espèces sauvages, d'une part, et puis, d'autre part, parce que bien évidemment, paradoxalement, c'est quand il y a une grande expansion économique, une grande richesse, que les hommes circulent, les marchandises aussi, et les microbes aussi. Et pour vous donner un exemple très simple encore, aujourd'hui, nous sommes
très préoccupés par ce qu'on appelle justement le problème du permafrost, c'est-à-dire la décongélation des sols et libération de centaines de milliers de virus et de bactéries bien plus toxiques que ce que nous connaissons aujourd'hui. Un enfant inuit de 12 ans est mort encore récemment, n'est-ce pas, parce que la décongélation d'un cadavre de renne a produit l'émergence de l'anthrax. Donc, vous voyez, en gros, ce que j'essaie de vous montrer, c'est un peu le fil conducteur depuis le début de mon propos si maladroit, n'est-ce pas? C'est qu'en gros, on ne peut pas attribuer une seule cause. Il y a une espèce de complexité, d'intrication, d'imbrication des facteurs qui font qu'à un moment donné, quelque chose se précipite et devient toxique. Alors, là, je n'ai pas trop le temps de développer ce point, mais ce qu'il faudrait peut-être essayer d'entendre aussi, c'est que ce que nous avons connu de dramatique dans cette situation d'impréparation de la plupart des États, encore une fois, à cette épidémie, ce n'est pas simplement un trou dans la raquette, c'est une défaillance de structure. C'est cela que je voudrais essayer de vous montrer. Une défaillance de structure et de structure dans, justement, la gestion du champ de la santé. À condition également que vous entendiez que dans le champ de la santé, il y a quelque chose qui s'appelle le soin. Et que ce n'est pas tout à fait pareil. Là aussi, je ne vais pas le développer, on n'a pas trop le temps, mais c'est un point très important. Et ce que je voudrais aussi vous montrer, c'est que nous sommes aujourd'hui prisonniers d'une certaine manière de penser le monde. Camus disait, il y a toujours des métaphysiques derrière les méthodes. Et que les méthodes que nous employons, n'est-ce pas, elles révèlent à leur insu une certaine manière de concevoir le sujet humain, le monde, la nature, notre rapport aux autres. Et nous sommes aujourd'hui, par exemple, avec quelque chose de tout à fait formidable. Vous avez bien compris que j'insiste beaucoup sur à la fois la face lumineuse et la face sombre de la technique, n'est-ce pas? Une chose formidable, c'est l'analyse probabiliste, les modèles probabilistes d'émergence, encore une fois, des risques, d'émergence, par exemple, des épidémies, mais pas seulement. Simplement, cette manière de penser le monde, dont j'essayais de vous montrer tout à l'heure qu'elle n'est pas sans rapport aussi avec une rationalité des assureurs, une rationalité assurantielle. Eh bien, cette manière probabiliste de penser le monde, n'est-ce pas, elle fait l'impasse sur la capacité d'imaginer les risques que nous ne connaissons pas. Et bon, c'est très connu des épidémiologistes, c'est le gros problème aujourd'hui, c'est que nous savons nous préparer quelque part aux risques et à leurs probabilités, mais nous ignorons en quelque sorte les menaces que nous ne connaissons pas. Ça s'appelle, vous le connaissez en épistémologie, l'histoire du signe noir. C'est-à-dire que tant que, n'est-ce pas, on n'avait pas rencontré, je vous dis ça au XVIIIe siècle, le signe noir, on considérait que tous les signes sont blancs. Donc ça veut dire qu'on ne s'attendait pas à voir apparaître un signe noir. Et c'est de cela dont il s'agit. C'est-à-dire qu'en gros, nos modèles probabilistes ne nous permettent pas d'imaginer, n'est-ce pas, si vous voulez, d'imaginer par des scénarios, justement, l'émergence de ce que nous ne connaissons pas. Alors je cite quelqu'un qui est un historien des épidémies, qui s'appelle Patrick Zelberman, vous avez dû entendre récemment sur France Culture, qui, comme il l'écrit, à la prédiction qui s'efforce de minimiser l'incertitude, le scénario planning, c'est-à-dire les modèles de préparation par imagination de ce qu'on ne connaît pas, donc par la fiction, eh bien, ces modèles opposent l'exploration des possibles qui permettront d'imaginer des lendemains qui se dérobent à la vue. Ce que je suis en train de vous dire aussi, c'est que eh ben, c'est formidable les algorithmes, c'est formidable les probabilités, c'est formidable le monde numérique, mais parfois, ça nous prive de notre capacité d'imaginer. Et que cette privation, elle coûte très cher en termes de préparation, justement, aux catastrophes. Cette préparation aux catastrophes aussi, elle ne requiert pas uniquement des modèles de prédiction ou des modèles de fiction des menaces qui nous guettent. Cette préparation aux catastrophes, c'est aussi ce que j'essaie de vous dire depuis le début, n'est-ce pas? Pour ça que j'ai cité Camus, requiert quelque chose qui est très simple, c'est que l'on fasse confiance aux professionnels. Ce que l'on ne fait pas aujourd'hui. Justement, ça a été évoqué tout à l'heure, n'est-ce pas? Toutes les évaluations aujourd'hui
Et j'ai fait un livre qui s'appelle « La fabrique des imposteurs », qui a eu beaucoup de succès, puisqu'il a été vu plus d'1 million de fois sur le net, n'est-ce pas? Aujourd'hui, toutes les évaluations, elles se reposent sur des critères purement quantitatifs, sur des critères purement formels, sur des critères, si vous voulez, qui ne donnent pas vraiment la valeur et qui constituent des dispositifs de soumission sociale imposant aux professionnels des comportements. Et en gros, les mettant toujours davantage dans la nécessité de répondre à des exigences de score plus qu'à ce qui fait le cœur de leur métier. Et ce type d'évaluation que vous connaissez, la T2A à l'hôpital, les impact factors dans le domaine de la recherche, les logiques d'audimat dans le domaine de l'information, c'est tout à fait catastrophique. Ça produit de la servitude volontaire chez les professionnels et de la soumission sociale. Et ça, c'est tout à fait terrible. Et donc, il faut bien se dire que se préparer aux catastrophes, c'est aussi se débarrasser de ces grilles d'asservissement que nous subissons et de mettre en lieu et place quelque chose que j'ai essayé d'appeler l'honnêteté de leur métier, c'est-à-dire l'éthique des professionnels. D'autre part, il s'agit aussi toujours davantage de s'ouvrir à une biodiversité des savoirs. Or, nous savons bien aujourd'hui que ce sont les savoirs non narratifs, ce sont les savoirs essentiellement numériques qui prévalent. Et ça, il y a quelque chose de tout à fait catastrophique, parce qu'on sait par exemple, je ne vais pas le développer là aujourd'hui, mais on sait par exemple tout à fait que la capacité de prévoir le bioterrorisme ou certaines épidémies a davantage été apportée par des romans de science-fiction que par des modèles probabilistes. Je fais juste référence, par exemple, à un livre de science-fiction qui a influencé toute la politique de Bill Clinton à partir des années 1998 et qui s'appelle « L'affaire Cobra » de Richard Preston, n'est-ce pas, où Bill Clinton a dit mais c'est ça qui nous guette. Le danger, c'est ça, c'est pas le nucléaire, c'est pas l'affrontement armé, c'est le bioterrorisme, c'est les épidémies, etc. Il y a eu là quelque chose de tout à fait important dont malheureusement les gouvernements successifs n'ont pas tenu compte. Donc, biodiversité des savoirs. Il s'agit encore une fois de restituer justement à la capacité de penser toute sa dimension culturelle. Nécessité aussi de collaboration transdisciplinaire, tout à fait formidable d'avoir des microbiologistes, des virologues, des épidémiologistes compétents, sauf que des historiens des épidémies, c'est pas inutile, sauf que des philosophes, c'est pas inutile, sauf que des psychologues et des sociologues, c'est pas inutile non plus. Donc je crois qu'il y a là, encore une fois, si on veut préparer les organismes, je dis bien, quand je dis organismes, individuels comme sociaux, si on veut les préparer au choc de l'environnement, encore une fois, il s'agit de tenir compte de cela. Les historiens et les anthropologues nous montrent que, justement, la manière dont les civilisations se sont effondrées, et si vous prenez par exemple les travaux de Harper, je cite au passage, sur la chute de l'Empire romain, vous voyez bien une intrication entre les facteurs climatiques, ce qu'on appelait le petit âge glaciaire, les facteurs microbiens, les différents pestes, varioles et autres qui ont frappé l'Empire romain, autant que l'invasion des barbares aux frontières. Donc vous voyez, cette intrication, cette interconnexion, et je crois que c'est un point très important, parce que d'une certaine manière, je ne dis pas que l'effondrement a eu lieu avec le Covid, mais quand même il nous a préparé quelque part à ce que pourrait être l'effondrement de notre monde. Et ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure, n'est-ce pas, c'est aussi que toutes ces difficultés proviennent d'une certaine manière de penser qui, je dirais, a favorisé ce que j'appelle, après Max Weber, la rationalité pratico-formelle. Alors bon, c'est un concept compliqué, je ne vais pas vous le développer là en 3 minutes, mais disons que la rationalité pratique, c'est la pensée des affaires. Combien ça me rapporte si j'investis? C'est un calcul. La rationalité formelle, c'est la pensée du droit et des protocoles. Est-ce que c'est conforme ou est-ce que c'est pas conforme? Or, nous sommes prisonniers de cette manière de penser, c'est-à-dire, pour dire les choses le plus simplement du monde, nous sommes prisonniers d'une manière de penser le monde comme des assureurs. Les assureurs ne font jamais faillite, mais les humains, oui. Et c'est un point très important parce qu'en gros, notre manière de penser le monde et le vivant est tout à fait, si vous voulez, déterminée par ces œillères-là. Je
Je vous donne juste un autre exemple au passage. L'épidémiologie a une importance considérable aujourd'hui, vous le savez. Mais si l'épidémiologie est devenue la science reine du conseil aux gouvernants, ce n'est pas simplement par rapport à ce qu'elle apporte, qui est incontestable, qui est majeur, mais c'est aussi parce qu'elle entretient cette manière de penser, elle entretient des affinités étroites avec la manière même de penser des gouvernants, c'est-à-dire comment gérer des populations. Or, le patient, le sujet humain, vous, moi, nous ne sommes pas que des segments de population statistique. Et aujourd'hui, vous voyez bien, n'est-ce pas, cette prédominance, cette prévalence, cette hégémonie même d'une pensée purement gestionnaire des populations. Alors, c'est d'autant plus dramatique que, comme j'ai essayé de vous le dire rapidement au passage, n'est-ce pas, il y a de plus en plus aujourd'hui un rapprochement, mais quand je citais Bill Clinton tout à l'heure, c'est pas par hasard, parce que on va dire qu'en 2003, aux États-Unis se crée un ministère de la Sécurité intérieure qui rapproche la santé publique et la défense. Et ça, ce modèle-là, il va devenir dominant. Et il va apparaître aussi en Europe, bien évidemment. Et là, si vous voulez, c'est très important parce qu'on voit bien, d'une certaine manière, la porosité qu'il peut y avoir, n'est-ce pas, entre, si vous voulez, un ministère de la Sécurité intérieure et un ministère de la Santé publique. Et la santé devient une affaire et un moyen de gouverner les populations. Jusqu'à, n'est-ce pas, ce qu'on pourrait appeler un totalitarisme sanitaire. Alors, bon, j'ai parlé de l'épidémiologie. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain en critiquant l'épidémiologie, qui depuis Charles Nicolle et Sonnard est une science formidable. C'est pas ça. Il s'agit de comprendre, si vous voulez, pour le psychanalyste, le psychologue que je suis, cette gestion normative, algorithmique des populations, dérivant vers le sécuritaire, voire le totalitarisme sanitaire, et qui du coup va provoquer des résistances et des rébellions. Hein, j'ai eu plusieurs fois sur le net et ailleurs des débats sur l'histoire du port du masque, etc. Parce que, du coup, n'est-ce pas, les gens vont penser que c'est de leur liberté que de refuser le port du masque. Et donc, ils vont éventuellement se mettre en danger. Pourquoi ? Parce qu'ils pressentent en même temps que depuis déjà quelques décennies, les gouvernements utilisent la santé pour soumettre les individus, pour les normaliser. Ça, Foucault écrit là-dessus une œuvre remarquable sur la naissance de la biopolitique, c'était, n'est-ce pas, une espèce de gestion des populations, non plus au nom des grandes valeurs transcendantales qui sont en perte de vitesse, des idéologies ou des religions, mais au nom de la sécurité, au nom de la santé. Sauf que là, bien évidemment, il y a un malentendu, parce qu'il faut savoir ce qui relève d'une normalisation sociale, si vous voulez, utilisant la santé pour soumettre les individus, et puis ce qui relève tout simplement du bon sens hygiéniste, n'est-ce pas, de se protéger, encore une fois, des contacts infectieux. Je ne sais pas si je suis clair, mais et là, vous allez le voir se développer de manière de plus en plus forte dans les années qui viennent. C'est un point extrêmement important. Alors, moi, ce que j'essaie de vous dire, justement, par rapport à ça, c'est que pour éviter, je dirais, à la fois une santé totalitaire, c'était le titre d'un ouvrage qu'on a écrit, Marie-Josée Delvalo, La santé totalitaire, essai sur l'investigation de l'existence, il y a déjà presque 15 ans, je crois, ou 20 ans même. Donc, pour éviter, si vous voulez cela, il faut réhabiliter l'éthique, il faut réhabiliter l'honnêteté des métiers, il faut réhabiliter le soin. C'est de ça que j'essaie de vous parler maladroitement depuis tout à l'heure. Et davantage le soin passe à la trappe, il n'est pas pris en compte dans la T2A. Si vous parlez à un patient, si vous le rassurez, etc., si vous prenez du temps dans la clinique, dans l'entretien clinique, pour savoir un peu quelque chose de sa vie et quel sens prend l'irruption d'une maladie, tout ça, ça compte pas. Ce qui compte, c'est la technique. Ce qui compte, c'est le lourd. Ce qui compte, c'est ce que ça rapporte au pôle médico-chirurgical. Et ça, c'est dramatique, parce que du coup, ça écrase le soin. Alors, d'un côté, vous souffrez d'absence d'imagination pour imaginer les menaces qui vont surgir, puisque vous êtes réduit à une épidémiologie très probabiliste. Et de notre côté,
n'est-ce pas, dans votre pratique, tout ce qui est acte de soins proprement dit est dévalorisé au profit d'un acte technique monnayable, si j'ose dire, c'est là où nous allons vers une catastrophe. Donc, si vous voulez, au cours des 2 dernières décennies, par exemple, la santé n'est plus apparue comme prioritaire au regard des technocrates qui géraient nos dispositifs de sécurité. La santé, vous le savez, 100 000 postes de PH sont restés non pourvus, 100 000 lits d'hospitalisation ont été fermés. Vous le savez, je ne sais plus combien de 3 000, enfin des milliers de postes de PH sont restés non pourvus. Enfin, il y a eu le numerus clausus qui a laissé penser que si les dépenses de santé étaient trop importantes, il suffisait pour ça de réduire le nombre de médecins, même si ce n'est pas pour ça que ça réduit le nombre de maladies, bien sûr. Tout ça est apparu comme étant une absurdité économique parce que centrée sur le court terme. Et donc, vous avez bien vu ensuite les problèmes que cela pouvait imposer. Alors, le malaise, la colère, le désespoir des soignants, qui ont été traités de héros, n'est-ce pas, si vous voulez, il faut bien comprendre que c'est une colère liée à une position éthique d'honnêteté du métier. C'est-à-dire que, en gros, non, un hôpital n'est pas une entreprise et ne peut pas être géré comme une entreprise. Et c'est un point très important, n'est-ce pas? Et donc le virus SARS-CoV-2, il a forcé cette ligne Maginot d'un modèle entrepreneurial de l'hôpital. Et il nous a amené une étrange défaite, pour reprendre, si vous voulez, les mots de Marc Bloch. Et alors, par rapport, bien évidemment, à ça, les gouvernants ont été très embarrassés et ils ont appelé des experts qui, comme vous le savez, se sont souvent contredits. Et comme l'écrivait d'ailleurs Marc Bloch à propos de l'étrange défaite de 1940, rien précisément ne trahit plus crûment la mollesse d'un gouvernement que sa capitulation devant les techniciens. Alors, j'ai essayé de dire, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, oui. Ah oui, ça c'est un peu rude, oui. Là, vous êtes un peu rude. 2-3 minutes. Bon, on va faire avec. Alors, si vous voulez, le soin excède le domaine de la santé, c'est ce que j'ai essayé de vous dire. Et la place du soin dans les pratiques professionnelles se révèle un marqueur significatif de la manière dont une société va traiter la vulnérabilité de ses concitoyens. Et ça, c'est un point très important. Donc, ce que j'ai aussi essayé de vous dire, c'est qu'en gros, nous n'avons pas manqué simplement de matériel. Nous avons aussi manqué de temps et manqué d'une certaine manière de penser pour pouvoir faire face au choc de l'environnement. Je voudrais quand même vous rappeler un passage important du travail de Charles Nicolle, qui est le premier des grands microbiologistes, qui écrit en 1933 à propos justement des maladies infectieuses, des épidémies. La connaissance des maladies infectieuses enseigne aux hommes qu'ils sont frères et solidaires. Nous sommes frères parce que le même danger nous menace. Solidaires parce que la contagion nous vient le plus souvent de nos semblables. Nous sommes aussi à ce point de vue, quels que soient nos sentiments vis-à-vis d'eux, solidaires des animaux, surtout des bêtes domestiques, qui portent souvent les germes de nos infections. Donc si vous voulez, pour faire vite, pour faire simple, dans les 5 minutes donc il me reste, au moment où la tentation est grande pour nos sociétés de livrer les populations à une pure gestion algorithmique, économique et prévisionnelle, eh bien, il faut renouer avec une position éthique de l'honnêteté du métier et donc reconnaître aux soins, qui n'est pas la même chose que les techniques sanitaires ou les techniques médicales, reconnaître aux soins toute sa place essentielle. Si le besoin de dépendance et les capacités de se connaître et de connaître les autres étaient confiés exclusivement aux machines numériques, que deviendrait-il de l'aptitude des humains à s'identifier aux états psychiques, s'identifier aux états psychiques des autres, pour pouvoir les comprendre. Donc, vous voyez, là aussi, je n'ai pas le temps, mais il va de soi qu'on voit très bien se développer aujourd'hui ce qu'on appelle la e-santé, les machines numériques de santé. C'est-à-dire, en gros, pour les pauvres, les machines vont soigner, et ce sera un luxe
que d'être soigné par des personnes. C'est un point aussi très important. Alors, il va de soi que dans une société addicte à la force et à la performance, les valeurs d'humanité, d'humanisation contenues dans nos vulnérabilités sont délaissées, méprisées, déniées. C'est aussi un point important. Comment voulez-vous que dans une société qui prône la concurrence, la compétition, la productivité, etc., on puisse considérer que la vulnérabilité est une richesse? Je crois que c'est aussi de cela que nous souffrons. La santé est un problème écologique dans un sens plus étendu que celui que l'on donne habituellement à ce mot. Et c'est aussi un des enseignements de cet épisode de la pandémie. Le soin est de tous les secteurs professionnels un des plus sensibles, un de ceux qui sont, bien malgré eux, des lanceurs d'alerte. Ce que j'appelle une fonction canari. Vous savez, les canaris, c'était ce que les mineurs descendaient au fond des mines parce que, n'est-ce pas, ils pouvaient les prévenir du coup de grisou. Je crois que nos fonctions, nos métiers sont des métiers qui ont une fonction canari. Alors, je vais essayer de choisir la fin. Donc, j'ai essayé de montrer ailleurs, justement après Winnicott, que le soin, cette place donnée au soin, est souvent une place coextensive aussi à la démocratie. C'est-à-dire, si vous voulez, que quelque part, la manière même dont nous prenons en charge la vulnérabilité des autres, la manière même dont nous sommes capables de nous identifier inconsciemment, pas en le voulant, inconsciemment aux autres, est extrêmement déterminante de la reconnaissance de nos semblables et d'une certaine manière de notre liberté. Hannah Arendt disait « La liberté requiert la présence d'autrui ». Ce n'est pas la liberté du jouisseur, la liberté du copropriétaire, de l'existence. C'est une liberté qui implique quelque chose comme la reconnaissance. La démocratie s'enracine originairement dans ce soin que nous portons à l'autre, dont la vulnérabilité reflète en miroir la nôtre, celle que nous feignons d'oublier dans le champ de course des activités efficaces. La pandémie a révélé la fragilité des ambitions des performances économiques et financières, la prétention dangereuse à gouverner la vie collective et l'imposture des évaluations dont elles se prévalent. Si aujourd'hui les responsables gouvernementaux élèvent à la dignité de héros tous les hommes et toutes les femmes de métier, c'est bien qu'ils ont beaucoup de choses à faire pardonner, beaucoup de choses à nous faire oublier. Ce sont ces mêmes responsables qui, depuis plus d'une décennie, s'efforcent de faire l'éloge de l'éthique entrepreneuriale de l'hôpital en réformant les services publics. Donc, je voudrais encore, peut-être pour terminer, mais vous donner 3 citations qui condensent un peu ce que j'aurais à vous dire. La première, elle est encore de Philippe Lançon, dans Libération du 26 novembre 2018. Il fait ce constat amer. Il m'informait sur la nature profonde de cet accouplement désormais opérant en France entre gestionnaires et bureaucrates. Il écrit « Mon sentiment est qu'ils n'agissent pas, malgré l'ignorance du métier qu'ils contrôlent et le manque d'empathie, mais précisément par la grâce de cette ignorance et de ce manque d'empathie. » C'est donc cette expérience tragique qui nous est révélée aujourd'hui à l'occasion de la pandémie. Cette expérience requiert une exigence autant éthique que politique que résume justement admirablement une nouvelle fois l'historien Marc Bloch. Lorsqu'il écrit, Marc Bloch est quelqu'un qui voulait que sur sa tombe on inscrive cette devise « Celui qui vénérait la vérité ». Il écrit « C'est que je crois l'ordre statique du bureau et à bien des égards l'antithèse de l'ordre actif et perpétuellement inventif qu'exige le mouvement. » On pourrait dire le mouvement du soin. L'un est affaire de routine et de dressage, l'autre d'imagination concrète, de souplesse dans l'intelligence et peut-être surtout de caractère. C'est ça, la condition empathique du soin. C'est somme toute la possibilité de nous restituer cette capacité de penser qui requiert le courage de la vérité et l'honnêteté du métier. J'ai fait un bouquin aussi avec un ami journaliste, un grand joueur de jazz, qui s'appelle « Le manifeste des ouvriers ».
où ce que nous disions, c'est que face à la prolétarisation croissante de nos métiers, il est important de leur restituer une dimension artisanale, artistique, œuvrière. Je termine avec Hannah Arendt, qui, dans La vie de l'esprit, précisait ce qu'est justement la position éthique et combien elle est liée à la capacité de penser. Si la capacité de distinguer le bien du mal se révélait liée au pouvoir de penser, il faudrait être en mesure d'exiger de tout être sain qu'il l'exerce, quel que soit son degré d'érudition ou d'ignorance, d'intelligence ou de stupidité. Je vous remercie. Non, je ne crois pas trop, si vous voulez, aux thèses complotistes. Ce que je pense, c'est que, vous savez, je suis très imprégné de Foucault, de Michel Foucault, vous avez peut-être rendu compte, c'est que le pouvoir ne se possède pas, il s'exerce. C'est-à-dire que nous sommes tous pris dans un réseau, si vous voulez, de pouvoir. Et Marx disait aussi que les dominants étaient dominés par le principe de domination. C'est-à-dire que, si vous voulez, je veux dire par là, c'est qu'il y a tout un système qui fait que c'est notre manière d'être au monde aujourd'hui, on va dire très rapidement, depuis les années 70-80, 1970-1980, n'est-ce pas, c'est cette manière-là qui privilégie tout ce qui est instrumental, fonctionnel, et donc qui aboutit à une espèce de financiarisation de l'économie, de numérisation du monde, qui fait que tout ce qui est de l'ordre, on va dire, si vous voulez, de la pensée, pour aller vite, tel que je l'ai défini avec Hannah Arendt, là aussi il faudrait 1 heure pour en parler, et d'évaluer. Je vous donne juste une citation de Jean-François Lyotard, qui disait que dans un univers où le succès de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut mais incorrigible, d'en faire perdre. Donc en gros, tout ce qui est mis en place aujourd'hui sous forme de protocolisation, sous forme de règles de bonne pratique, etc., à la fois peut se justifier d'un point de vue fonctionnel, hein, attention, je ne critique pas tout, j'ai beaucoup insisté sur la biface, si vous voulez, de tous ces éléments, mais en même temps, ça nous fait gagner du temps, c'est-à-dire que ça nous prive de la capacité de penser. On retrouve également, par exemple, tous les travaux de Günther Sanders sur l'obsolescence de l'homme, qui dit que, attention, la technique n'est pas qu'un instrument, elle est un ensemble de décisions prises à notre place. Donc dès lors que vous entrez, si vous voulez, dans ce système-là, à partir de ce moment-là, ce qui va primer, c'est l'efficacité, c'est la performance. Donc quelle place vous voulez donner à la vulnérabilité dans une civilisation de la force, dans une civilisation de l'efficacité, dans une civilisation de la performance? Il nous faudrait quasiment, si vous voulez, revaloriser ce que la vulnérabilité apporte à l'homme pour le rendre humain. Ce qu'on appelle l'humanité de l'homme, pour parler aussi comme Hannah Arendt. Alors, face à cela, il va de soi que les États, avec une mondialisation qu'ils espéraient heureuse, les États ne se sont pas du tout préparés à ce qui, pour moi, à l'évidence, n'est que, si vous voulez, le tout début des chocs que l'environnement nous réserve. Et du coup, face à cela, si j'ai bien compris votre question, le politique, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la com. Il fait de la com, qui est en quelque part la dégradation même de la fonction du langage. C'est un autre problème. Là aussi, il faudrait avoir du temps pour en parler. Hein, bon. Et donc, effectivement, dans cette com, il va dire, bien sûr, les soignants sont des héros. Bon, sauf que quelques semaines avant, ils ont été matraqués, ils ont été maltraités, et que de toute façon, depuis des décennies, la santé n'a pas la place que, n'est-ce pas, si vous voulez, qui a été espérée après la Deuxième Guerre mondiale. Mai 1944, à Philadelphie, le Bureau international du travail, le 10 mai, se réunit et dit, voilà, le XXe siècle a connu 2 guerres fratricides, qu'est-ce qu'il faut faire désormais pour les éviter? Eh bien, il faut investir dans la santé, l'éducation, la justice et la culture. Or, ce qui apparaissait à un moment donné comme
des investissements pour l'avenir se sont transformés sous l'impact des critères, je dirais, du néolibéralisme, pour aller très vite, se sont transformés en déficit et en dette. Et c'est là où ça coince. Et là, effectivement, on voit bien que lorsque un événement comme l'épidémie, la pandémie de Covid, mais ce n'est pas une surprise, là aussi, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais si vous voulez, on sait bien depuis déjà, allez, on va dire au moins 25 ans, que le portrait du virus tueur d'humanité, il était dressé, l'OMS l'a donné en 2003, il correspond tout à fait d'ailleurs au Covid, c'est-à-dire qu'il serait peu létal et contagieux, et extrêmement contagieux. On le savait. Je veux dire, de la même manière, il y a un air de famille entre le coronavirus et puis ce qui a été connu avec le SRAS, avec le MERS, etc. C'est-à-dire que, donc, en quelque sorte, il faudrait complètement revoir notre manière de penser. C'est ce que j'ai essayé de dire maladroitement, mais je ne savais pas trop à qui je m'adressais, ni comment, et donc je suis resté un peu trop collé auprès de mon texte, ce qui est rarement le cas pour ceux qui me connaissent. Bon. Mais si vous voulez, ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est ça. En gros, nous sommes dans un état d'impréparation par rapport aux catastrophes qui nous attendent, qu'elles soient climatiques, pandémiques, nucléaires et autres. Pourquoi ? Parce que ça soit un individu ou une société, l'état de préparation eh bien, résulte, si vous voulez, de la constitution d'un ensemble de valeurs, d'un ensemble de principes, et que nous sommes sur des principes, c'est ce que j'essaie de montrer dans mon dernier bouquin, des principes qui datent de la fin du 19e. En gros, pour aller vite, c'est Herbert Spencer, c'est la concurrence, la lutte pour la vie, la sélection des meilleurs, etc. Et ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route, et là, bien sûr, nous avons déjà eu un premier choc, mais nous en aurons d'autres. Et j'essaie de montrer comment le soin est, si vous voulez, une dimension essentielle dès lors que vous ne réduisez pas le soin à l'acte purement médical. Et encore une fois, j'ai une énorme estime, n'est-ce pas, pour la médecine scientifique, la rationalité scientifique. Le problème n'est pas là en médecine, mais en gros, il faut autre chose. Il faut une certaine manière de s'y prendre avec la vulnérabilité. Parce que la vulnérabilité, c'est la vulnérabilité du bébé, et le bébé, c'est le levain de notre humanité. Or, dans une société qui ne pense qu'en termes de performance, de compétitivité, de force, le bébé, il n'y a pas de valeur pour aller vite. Alors que, comme vous le savez, n'est-ce pas, c'est l'essence même de l'humanité. Je suis clair. Donc il faut reprendre tout ça. Et comme je suis quelqu'un de concret, malgré les apparences, n'est-ce pas, je crois que la manière de réhabiliter des valeurs qui sont passées à la trappe de l'histoire, c'est de partir des métiers concrets, c'est-à-dire du métier de soignant, c'est-à-dire du métier d'éducateur, c'est-à-dire du métier de journaliste, etc. Et donc, de partir de là pour exiger dans les localités régionales, si vous voulez, de ces métiers, la revalorisation de valeurs, de critères qui sont passés à la trappe au profit de critères purement fonctionnels, instrumentaux, gestionnaires. Et encore une fois, je crois que ce n'est pas opposé, entre guillemets, santé-économie, parce que je crois que fondamentalement, si vous voulez, la vision que nous avons de l'économie est quelque part corrompue par ce que mon ami Bernard Maris appelait l'économisme. C'est-à-dire, si vous voulez, une vision du monde, une métaphysique qui, au nom de l'économie, bafoue la réalité économique. Vous avez bien vu que finalement, les économies à court terme nous ont coûté beaucoup plus cher ces derniers mois, n'est-ce pas, que les dépenses qu'aurait occasionné une revalorisation immédiate non seulement des professionnels, mais de leur matériel, mais aussi du temps. Ce que je suis en train de vous dire aussi, c'est le temps. Il faut donner du temps. Or, dans un travail à flux tendu, où ne comptent que les actes techniques, le temps passé auprès d'un patient et de sa vulnérabilité n'est pas pris en compte. Or, c'est essentiel. Merci beaucoup pour ce propos qui n'est pas du tout maladroit, je trouve. Mais bon, voilà. Merci beaucoup à vous.